avec Madame Laura Haus, Sí. c'est ça. Donc, elle a une présentation PowerPoint, vous allez la trouver un peu petite de taille. Elle va en même temps lire. Et on enverra la documentation par la suite, par mail, on vous enverra. D'accord. Ok. Donc, je vous laisse, je cède la parole à Madame. Merci Waïd. Merci à vous tous d'être ici. Bonjour, je m'appelle donc Laura Hart. Je travaille sur ce projet avec Ne touchez pas à Caen. Ce projet, bien sûr, comme l'a déjà dit Madame Zamparuti, fait part d'une autre campagne, une campagne depuis des décennies pour abolir la peine de mort partout dans le monde. On a commencé, je dirais, dans les années 90 avec une longue campagne qui, en 2007, a porté à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution portant la moratoire sur la peine de mort, mais je vais retourner sur ce sujet plus avant. Je voudrais commencer, je vais être plutôt bref parce que je veux laisser le temps aussi à l'avocat de Girasole qui va parler plus en détail de quelques aspects qui vous regardent en tant qu'avocat. Mais je voudrais vous donner un cadre en fait de la situation actuelle au niveau mondial, aussi pour comprendre mieux où se trouve exactement la Tunisie, qu'est-ce qu'on peut faire, les défis qu'on a avant, et après un peu des références, les références plus importantes sur le plan international, du droit international, pour ce qui regarde la peine de mort. Mais je crois quand même qu'en tant qu'avocat, vous connaissez déjà. Alors, sur le plan international, Ne touchez pas qu'un, chaque année, publie un rapport annuel sur la peine de mort dans le monde. Le rapport 2018 est presque prêt pour la publication. On a distribué les cahiers de presse en français, donc vous trouverez aussi là les informations les plus importantes. Ce que je voudrais vous dire, quelques données. Ce qu'on voit en général, c'est qu'il y a une évolution positive depuis 10 ans. Nous sommes passés de 36 pays non abolitionnistes, donc où on pratique encore la peine de mort, de 50 pays non abolitionnistes en 2007 à 36 l'année dernière, en 2017. Actuellement, il y a 106 pays qui sont totalement abolitionnistes, donc il n'y a ni dans les lois ni dans la pratique la peine de mort. Il y a 7 pays qui sont abolitionnistes pour ce qui regarde les crimes ordinaires. Il y a 6 pays qui ont encore la peine de mort dans le code pénal, mais qui ont une moratoire sur les exécutions, comme en Tunisie. Et après, il y a 43 pays qui sont abolitionnistes de facto, ça veut dire qu'ils ne pratiquent plus la peine de mort depuis 10 ans ou plus. Mais bon, dans les lois, il y a encore, disons, la possibilité de la pratiquer. On a eu, en termes d'exécution, l'année dernière, il y a eu des exécutions en 22 pays. Il y avait en 2016 encore en 23 pays, donc là aussi, il y a une légère diminution. En termes des exécutions effectives des individus, on a eu au moins 3118 exécutions l'année dernière. Il faut toujours dire au moins parce qu'il y a beaucoup de pays, et ça c'est un grand problème, où il est impossible d'avoir des données effectives, des données précises, soit sur les condamnés à mort, soit sur les exécutions. Mais quand même, on voit aussi là un recul important chaque année. Donc, l'année dernière, il y en avait moins qu'en 2016. En 2015, il y en avait encore toujours au moins 4040. Et en 2008, on était à 5735 exécutions. Donc, c'est quand même un recul très important. Il n'y a pas eu d'exécution dans 5 pays qui les ont effectuées en 2016. Et il y a, de l'autre part, quand même 4 pays qui ont repris les exécutions. Et on va voir les données sur ça plus avant. Sur le plan régional, il faut dire que le continent plus
meurtriers, je ne sais pas la parole juste, c'est l'Asie. Le 97% des exécutions mondiales sont pratiquées en Asie et surtout en Chine. Surtout en Chine, en fait. Et là, c'est très important parce qu'aussi sur la Chine, par exemple, il est impossible d'avoir des données concrètes. L'Amérique serait un continent complètement abolitionniste, sauf qu'il y a encore les États-Unis d'Amérique, où il y a eu 23 exécutions l'année dernière. En Afrique, il y a 3 pays qui ont pratiqué des exécutions l'année dernière. Il y a eu au moins 59 exécutions. Là aussi, on a la difficulté que certains pays, surtout dans le Moyen-Orient, on parle de Libye, Syrie et tout ça, c'est impossible d'avoir des données maintenant parce que, il n'y a pas de gouvernement. Bon, il y a le gouvernement, mais il y a aussi les exécutions par exemple, l'État islamique et tout ça, et on ne peut pas savoir. Mais quand même, ces 3 pays, c'est 3 moins, donc des données officielles, 3 moins qu'en 2016. En Europe, il y a encore l'exception de la Biélorussie qui pratique encore les exécutions et qui a fait au moins 2 exécutions l'année dernière. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des pays qui continuent à adopter ou le moratoire ou qui éliminent la peine de mort du code pénal. Je ne vais pas les lire tout. Bon, il y a dans le PowerPoint, ça ne se lit pas, mais il y a aussi dans le dossier qu'on vous a transmis. Et donc, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 pays qui ont fait du progrès politique ou législatif vers l'abolition de la peine de mort. La dernière chose importante, c'est que lors de la votation de la résolution à l'ONU, à l'Assemblée générale sur le nouveau moratoire, donc j'ai dit que le premier moratoire, ça a été adopté en 2007. Après, chaque 2 années, en décembre, il y a un nouveau vote à l'Assemblée générale. Donc en 2016, c'était la 6e résolution. Il y a eu 117 votes à faveur, 40 contre, 31 abstentions et 5 abstentis, donc pays qui ne se sont pas présentés au moment du vote. Et là, dans les 117 votes à faveur, on voit qu'il y a 6 nouveaux pays qui ont voté à faveur et qui donc, au moins pour les 2 années à venir, ne pratiqueraient pas la peine de mort. Sur ça, donc je l'ai déjà dit, en 2007, la première résolution, en 2016, 6e résolution, la Tunisie a voté à faveur. La 6e résolution, elle a introduit quelques nouveaux éléments pour renforcer le texte, pour encourager les États à prendre des mesures en vue de respecter le droit international et de restreindre le recours à la peine de mort aux crimes plus graves. Un nouveau élément très important, c'est l'appel que la résolution fait aux États à présenter les informations relatives à l'application de la peine de mort, en précisant le sexe, âge et race des personnes condamnées, et aussi des autres informations. Comme je l'ai déjà dit, le fait qu'on ne sait pas exactement combien d'exécutions il y a eu dans le monde ou dans certains pays, c'est un grand problème, et donc ça ne respecte pas cette résolution. Un autre, je crois aussi, peut-être vous en avez parlé avant, en parlant de l'étude que vous êtes en train de faire. Aussi en Tunisie, il y a un grand problème de savoir exactement combien de condamnés à mort il y a vraiment, pour quel crime. Et donc ça, c'est certainement une chose sur laquelle il faudrait travailler, mais aussi, je voudrais dire aussi pour les institutions eux-mêmes, parce qu'au moins le ministre de la Justice devrait pouvoir savoir combien de personnes il y a dans les couloirs de mort. Donc l'Assemblée générale, dans cette 6e résolution, a reconnu pour la première fois le rôle joué par les organisations nationales pour les droits de l'homme,
à l'appui des débats locaux, nationaux et régionaux. Et donc ça, c'est une autre chose que ce projet veut faire, c'est vraiment de porter aussi dans la société civile ce débat sur la peine de mort. La dernière information sur la résolution que je voudrais donner, parce que ça regarde la Tunisie, le 29 septembre 2017, donc l'année dernière, pour la première fois aussi, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution sur la peine de mort qui est aussi plus longue, plus détaillée que celle de l'Assemblée générale. Elle a été adoptée avec 27 voix à faveur, 13 contre et 7 États qui ont choisi de s'abstenir. Et c'est important de voir que là, la Tunisie s'est abstenue. Et c'est un peu préoccupant aussi pour nous parce que lorsque la Tunisie a toujours voté à faveur de la résolution à l'Assemblée générale, la dernière fois encore en 2016, il faut quand même comprendre pourquoi ils ont choisi de s'abstenir à septembre dernier, surtout parce qu'à décembre de cette année-là, il y aura le vote sur la 7e résolution à l'Assemblée générale. Donc là aussi, je vous demanderai en tant qu'avocat, mais en tant aussi que société civile, peut-être de faire attention à ça et s'il est possible, de faire un débat sur ça aussi en dehors de cette salle. Alors, tous les données que je vous ai données, ça démontre que l'abolition de la peine de mort est en train de devenir une norme coutumière. Donc, on voit que quand même, chaque année, il y a un recul des exécutions, il y a un recul en termes généraux du nombre des condamnations. Et donc, c'est en train de devenir une norme coutumière au niveau international, ce qui a été reconnu, entre autres, par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a eu la résolution de septembre dernier au Conseil des droits de l'homme qui affirme le même principe. Donc, ils ne disent pas que c'est déjà une norme coutumière, mais c'est clair que nous allons dans cette direction. Et après, ça se reflète aussi dans les jugements des tribunaux internationaux, si on pense à la Cour pénale internationale, mais aussi aux tribunaux spéciaux, que pour des crimes, les crimes vraiment les plus graves, on parle de la génocide, des crimes contre l'humanité, ces tribunaux n'ont pas la possibilité de condamner des personnes à mort. Et donc ça a quand même fait une jurisprudence aussi au niveau national dans certains pays. Ce qui est légèrement préoccupant dans ce cadre positif, c'est que quand on regarde les données 2017 sur la peine de mort et le terrorisme, c'est qu'il y a une contre-tendance. Donc, l'évolution générale, c'est vers l'abolition de la peine de mort. En fait, pour ce qui regarde le terrorisme, on voit qu'il y a un retour de la peine de mort et des condamnations. Pour ce qui regarde les exécutions, c'est très clair. En 2017, on a eu au moins 250 exécutions pour des crimes définis terroristes dans 9 pays. En 2016, on avait au moins 182 exécutions et en 2015, au moins 100. Donc, on n'a plus que redoublé en 2-3 années. Les condamnations, il y a eu des centaines de condamnations à mort pour actes de terrorisme qui ne sont pas encore effectuées dans 8 autres pays. Il y a l'Algérie, les Émirats arabes unis, le Liban, Inde, Malaisie, République démocratique du Congo, Soudan et Tunisie. Après, bon, au Cameroun, je vous répète, il y a tout dans le cahier de presse. Et en 2017 encore, on a vu qu'il y a des nouvelles lois antiterroristes qui élargissent le recours à la peine de mort qui ont été adoptées en Arabie Saoudite et à Singapour. Donc,
Là, bien sûr, c'est l'objet de ce projet, la peine de mort en temps de guerre au terrorisme, et on voit qu'en fait, depuis même qu'on a commencé ce projet, il y a une évolution négative chaque année. Alors, j'ai dit avant des condamnations et des exécutions pour des crimes terroristes, parce que ce n'est pas toujours facile de définir ce qui sont les crimes terroristes. Il y a cette définition du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2004. Donc le terrorisme, c'est un acte commis dans l'intention de tuer, de causer des blessures graves ou de prendre des otages dans le but d'intimider ou de terroriser une population ou de faire pression sur un gouvernement ou une organisation internationale. Donc c'est une définition, je dirais, assez large, mais qui en même temps, bon, c'est pas, ça donne déjà une certaine indication, une certaine interprétation. Après, il y a, et je vais retourner sur ça, il y a les 3 principes indérogeables du droit international pour ceux qui regardent la peine de mort. Donc, en général, c'est que toutes les lois, mais surtout les lois criminalisant les actes de terrorisme, doivent être accessibles, formulées avec précision, non discriminatoires, non rétroactifs et conformes au droit international, et là, y compris les droits de l'homme. Ça, c'est l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après, on a l'article 6 du Pacte international sur les relatifs aux droits civils et politiques qui établit les seuils des crimes les plus graves. Et après, on a bien sûr le droit à un procès équitable qu'on trouve toujours dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi par exemple dans l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ça, ce sont les 3 principes indérogeables. On va regarder un peu aussi la définition des crimes les plus graves, parce que c'est comme avec la définition du terrorisme, c'est assez large, ça peut être interprété assez largement. En outre, et ça aussi c'est très important, le droit international interdit au pays de réintroduire la peine de mort ou l'extension des infractions passibles de la peine de mort. Les pays qui imposent la peine de mort pour des infractions liées au terrorisme risquent de violer cette règle s'ils modifient leur définition du terrorisme et ou ajoutent de nouvelles infractions. Donc on a vu que dans les dernières années, il y a plein de pays qui ont adopté des nouvelles lois antiterroristes. Là, en fait, s'ils ont changé leur définition, s'ils ont élargi le champ pour cette définition, ça risque d'être contraire au droit international. Quelques observations générales, en fait, c'est que ces nouvelles lois antiterroristes sont souvent loin des définitions restreintes. On a vu que ce n'était pas trop restreint, adapté par l'ONU. Violent un principe fondamental des normes internationales parce qu'ils ne sont pas toujours précises et compréhensibles. Et ça, c'est une garantie vraiment contre l'utilisation arbitraire de ces lois. Et au nom de la lutte contre le terrorisme, et on peut dire légitimée par la grande coalition née après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, des pays autoritaires ont continué la violation constante des droits de l'homme et dans certains cas ont exécuté et persécuté sous l'accuse de terrorisme des personnes qui réellement étaient impliquées seulement dans l'opposition pacifique ou dans des activités retenues importunes au régime. Et là, c'est clair qu'il s'agit d'une violation du droit international. Bon, les crimes les plus graves, ça a été défini à plusieurs reprises, soit par des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, soit en 2013, enfin, par le secrétaire général des Nations Unies, qui a confirmé la position du rapporteur spécial sur les exécutions
judiciaire sommaire ou arbitraire, que la peine de mort ne devrait être utilisée que pour les crimes les plus graves, et c'est-à-dire meurtre et meurtre intentionnel. Comme j'ai déjà dit, et après on va envoyer la présentation, c'est pas toujours le cas. Dans les États qui prévoient la peine de mort pour les infractions liées au terrorisme, ce qui compte comme lié au terrorisme varie considérablement. Et dans certains de ces États, la peine de mort est prévue aussi pour des actes qui n'impliquent pas la mort intentionnelle ou peut même être imposée pour des activités non violentes, donc où il n'y a pas de violence physique contre une personne. En fait, en juillet 2013, le haut-commissaire pour les droits de l'homme des Nations Unies s'est déclaré très préoccupé par le recours à la peine de mort dans la lutte contre le terrorisme, dans des cas où les actes poursuivis ne peuvent pas être définis comme les crimes les plus graves. Et là, je vous donne l'exemple du Vietnam, mais aussi de l'Égypte, où, par exemple, en vertu de l'article 83 du Code pénal, un large éventail d'actions violentes ainsi que non violentes visant à porter atteinte à l'indépendance, à l'unité ou à l'intégrité territoriale de l'Égypte peut être interprété comme un acte de terrorisme passible de la peine de mort. Et c'est clair de nouveau que ça, c'est pas en ligne avec les définitions internationales. Donc, il est important de souligner qu'il ne suffit pas d'étiqueter des actes comme terroristes ou liés à la sécurité nationale pour définir certains crimes comme des crimes les plus graves qui peuvent porter à la peine de mort. Si la peine de mort continue d'être une peine disponible, ce qui est encore autorisé au niveau international, les normes internationales minimales doivent être respectées. S'ils ne sont pas respectés, il ne s'agit pas seulement d'une violation de cette loi, il faut prévoir en particulier le droit à un procès équitable. Sinon, cela rendra l'exécution également une exécution arbitraire et une violation du droit à la vie énoncé à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et dans certaines conventions régionales, bien sûr. Donc, certainement pour vous, la question du droit à un procès équitable, c'est vraiment le problème central. C'est une des grandes questions parce que dans les pays qui pratiquent encore la peine de mort, dans beaucoup de pays, vraiment aussi ce droit à un procès équitable n'est pas garanti. Et là, toujours le rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions, Philip Alston, en 2010, a dit que lorsque les systèmes de justice pénale ne sont pas en mesure de respecter de manière fiable les normes d'un procès équitable et d'éviter l'exécution des personnes innocentes, le rapporteur ONU a indiqué que les États devaient imposer un moratoire sur l'application de la peine de mort pour toutes les infractions. Et donc, là, c'est vraiment trop petit. J'ai rapporté l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui donne, disons, qui décline, qui définit le droit à un procès équitable et qui donne les standards minimums qui doivent être respectés lors d'un tel procès. Après, il y a aussi des autres sources que je vous conseille. Il y a les principes et directives sur l'accès à l'aide juridique dans les systèmes de justice pénale de l'Assemblée générale de l'ONU de 2012. Il y a les principes et les guidelines sur le droit à un procès équitable et l'assistance légale en Afrique du 2003. Il y a bien sûr aussi une guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je voudrais dire, et je remercie beaucoup pour leur présence, il y a ici un dossier très intéressant de la Commission internationale des juristes, un commentaire légal à la déclaration de Berlin qui vraiment explique en détail tous les standards, tous les principes qu'il faut respecter
dans les cas du contre-terrorisme pour respecter l'état de droit et les droits de l'homme. Il y a tous les liens dans la présentation ici. Dernier point, aussi pour vous, alors c'est important, il est clair, on a les références directes à la peine de mort dans le droit international. Il est très important aussi de voir toutes les références qui sont liées à la question de la peine de mort, en particulier à la question de la torture, qui est inscrite dans plusieurs articles et dans tous les systèmes régionaux des droits de l'homme. Il n'y a pas de possibilité d'exception, de dérogation à l'interdiction de la torture ou de peines cruelles, inhumaines et dégradantes. Là, il est important de noter que la Tunisie fait part du premier protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du traité contre la torture. Donc, il y a la possibilité aussi pour vous d'évaluer, de saisir le comité ONU des droits de l'homme et le comité ONU contre la torture lorsque vous rencontrez des cas où vous pensez que ces principes ont été violés. Je voudrais faire noter enfin sur ce point que, comme on a vu que la peine de mort est en train d'évoluer vers une norme coutumière, que là aussi, il y a de plus en plus la conviction aussi dans le monde, dans divers tribunaux du monde, qui ont reconnu que, par exemple, la durée de l'incarcération subie par des condamnés à mort peut constituer une peine inhumaine et cruelle. Et là aussi, dans le cas de la Tunisie, par exemple, où on ne pratique plus la peine de mort, mais il y a quand même dizaines de condamnés à mort qui sont encore dans le couloir de la mort et qui ne savent pas s'ils vont rester là, si peut-être demain il y aura de nouveau des exécutions, et combien de temps il faudra rester là. Et donc là déjà, on peut dire que ça constitue de la torture effective. Enfin, que peuvent faire les avocats? Après Roberto, peut-être il va être plus précis que moi. Comme j'ai déjà dit, je crois vous êtes dans la position de collectionner, de recueillir des informations et des données. Vous avez un accès privilégié aux personnes, aux condamnés, aux personnes qui cherchent l'assistance légale. Et là, comme on a vu dans la résolution de l'ONU, vraiment la collecte des données, de l'information, c'est fondamental dans cette lutte et c'est fondamental aussi dans la protection des droits de l'homme, aussi des personnes qui ont commis des crimes. Vous pourriez demander en tant qu'avocat, en tant que groupe, des auditions devant l'institution. Si vous voyez des problèmes, de demander aussi au Parlement d'être entendu, de présenter peut-être des cas, de présenter les difficultés. Après la présentation et la promotion des propositions de loi, vous pouvez animer des débats publics, c'est ce qu'on voudrait. Créer des réseaux pour l'abolition de la peine de mort. Là, promouvoir l'institution, s'il n'y a pas encore, mais surtout aussi l'opération d'une commission nationale pour les droits de l'homme. Et enfin, présenter des instances d'appel aux plus hautes instances nationales, s'il y aura la Cour constitutionnelle, régionale, par exemple, la Cour africaine, mais aussi de l'ONU, comme on a déjà dit, sur les questions de la torture ou autres. Et là, de nouveau, j'ai rapporté aussi une résolution sur les droits de l'enfant, par exemple, parce qu'il y a toute une série de questions liées à la peine de mort. Et de nouveau, l'étude que vous êtes en train de faire va le démontrer, parce que la peine de mort, ça ne regarde pas seulement la personne condamnée à mort, ça ne regarde même pas seulement la famille de la victime, mais ça regarde aussi la famille des personnes condamnées et de toutes les personnes autour. Voilà, merci. Bonjour à tous et toutes, mon cher confrère. Je désire remercier l'association Ne touchez pas Caen et l'Institut arabe des cultures pour l'invitation de ce matin, mais aussi
le président du Conseil national des barreaux italien, Andrea Mascherin, parce que le Conseil national des barreaux italien, c'est partenaire de ces projets. Il y a une liaison particulière entre les avocats italiens et les avocats tunisiens. Comme vous, probablement, vous savez, il y a un jumelage qui a été signé en 2015, en avant des attentats du Bardo et de Sousse, entre notre ordre professionnel. Vous, les avocats tunisiens, vous avez joué un rôle essentiel pour la paix et la démocratie en Tunisie. Vous avez reçu le prix Nobel de la paix 2015 comme component de quartier pour le dialogue national en Tunisie. Donc je suis vraiment très content d'être chez vous ce matin et j'essaie de parler des confrères experts et qualifiés et j'espère donc que mon intervention puisse donner une petite contribution au débat. Mon intervention, qui a comme sujet l'extradition et la peine de mort, n'a pas l'objectif d'épuiser un sujet si complexe, mais seulement de fournir une clé de lecture grâce à quelques mots sur la base du droit international, mais l'a déjà fait Laura, donc cette partie sera éliminée dans mon intervention. Et sur l'éventuelle application de certains instruments régionaux de protection des droits de l'homme, tels que la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que aussi les citoyens des pays qui ne font pas partie de la Convention européenne des droits de l'homme, par un mécanisme par ricochet, peuvent être destinataires comme on va voir ensuite, de la protection de la Convention. Donc, je me réfère à la possibilité d'intervenir effectivement pour prévenir l'extradition vers des pays qui maintiennent la peine de mort ou dans lesquels les détenus souffrent traitement inhumain ou dégradant. Je tiens à préciser sur la dernière point que l'Italie a été condamnée pour 2 fois dans la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme en 2009 et 2011 a jugé que la situation des détenus dans les prisons italiennes n'est pas conforme à la Convention des droits de l'homme. Donc, c'est important, parce que je suis italien, de dire que aussi les pays européens et aussi l'Italie ont été suivants condamnés par la Cour. Quindi mon intervention l'extradition et la peine de mort, la thématique concernant les assurances diplomatiques en termes d'extradition vers pays qui appliquent la peine de mort, les traitements inhumains et dégradants, l'extradition et la réclusion à perpétuité. Avant de commencer, permettez-moi de revenir sur le rôle du Conseil national des barreaux et du CCBA, et aussi sur les raisons pour lesquelles a été fondé l'Observatoire international des avocats en danger. Donc, le Conseil national des barreaux italiens est l'institution apicale des avocats en laquelle est réglementée en Italie la profession d'avocat. Le CCBA, le Conseil des barreaux européen, a été fondé en 1960, est une association internationale sans but lucratif. De sa création, le CCBA a toujours été le premier à exprimer les avis des avocats européens et à défendre les principes juridiques fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. L'Observatoire international des avocats en danger a été lancé en 2015 à l'initiative du Conseil national des barreaux italiens, français et espagnols de l'Ordre des avocats de Paris. Et maintenant, 30 ordres des avocats européens, mais aussi de la Turquie et de l'Afrique, font partie de l'Observatoire, qui a le but de donner une aide à tous les avocats qui sont menacés ou quelquefois tués dans les pays du monde entier à cause de l'exercice de leur profession. Donc, saltiamo tutta questa parte. Il y a les textes. Donc, la Cour, l'Union européenne en 2009 a écrit des lignes
des directives sur la peine de mort. Donc, ce sont des directives très importantes et qui obligent tous les États de l'Union européenne à respecter l'interdiction, mais aussi engagent les pays tiers à éviter l'application de la peine de mort. Donc, je vais trouver quelques points intéressants. En particulier, la peine capitale ne peut être infligée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si après que le crime a été commis, la loi prévoit la prononcé d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition. La peine capitale ne peut être infligée aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime, à une femme enceinte ou à la mère d'un jeune enfant, aux personnes frappées d'aliénation mentale. La peine capitale ne peut être infligée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose sur des preuves claires et convaincantes, ne laissant place à aucune autre interprétation des faits. La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, indépendant et impartial au terme d'une procédure légale, y compris d'une procédure engagée devant un tribunal ou une juridiction d'instruction, offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garantie égale au moins à celle énoncée à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris les droits de toute personne suspectée ou accusée d'un crime possible de peine de mort de bénéficier d'une assistance légale, judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure, à tous les états de la procédure. Toutes les personnes condamnées à mort ont le droit d'interroger appel devant la juridiction supérieure, le droit de déposer les cas échéants un recours individuel selon les procédures internationales, le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition ou en commutation de peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de peine peut être accordée dans tous les cas de condamnation à mort. Donc, pour ce qui concerne la Charte fondamentale des droits de l'Union européenne, l'article 19 de la Charte dit que nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 4 de la Charte interdit les peines ou les traitements inhumains ou dégradants. Cette interdiction revêt un caractère absolu en tant qu'elle est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l'article 1er de la Charte pour la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'existence des déclarations et d'acceptation des traités internationaux garantissant en principe le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas à elle seule à assurer une protection adéquate contre les risques de mauvais traitement lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités, manifestement contraires au principe de la Convention européenne. Et ça, c'est une prononciation qui regarde aussi un citoyen tunisien, Saadi, contre l'Italie. Dans la mesure où l'autorité compétente de l'État membre requis dispose d'éléments attestant d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes dans l'État tiers requérant, elle est tenue d'apprécier l'existence de ces risques lorsqu'elle doit décider de l'extradition d'une personne vers cet État. C'est une prononciation très importante de la Cour, Arianoso et Caldararo. Je n'ai pas compris. Quel regard? Ah, la même. Ministère italien. Le ministère libyen, il a une demande d'extradition Oui. à la Libye. Mais Donc, le gouvernement libyen pratique
des traitements inhumains. Oui. Malgré ça, De mauvais traitements. La Tunisie l'a livré au gouvernement libyen. J'ai compris. L'autorité compétente des États membres requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Ces éléments peuvent résulter notamment de décisions judiciaires internationales telles que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, des décisions judiciaires de l'État tiers requérant, ainsi que des décisions, des rapports et d'autres documents établis par les organes du Conseil d'Europe pour relevant du système des Nations Unies. Nous avons eu un arrêt en 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne. Un État membre n'est pas tenu d'accorder à tout citoyen de l'Union ayant circulé son territoire la même protection contre l'extradition que celle accordée à ses propres ressortissants. Toutefois, avant de l'extrader, l'État membre concerné doit privilégier l'échange d'informations avec l'État membre d'origine et lui permettre de demander la remise du citoyen aux fins de poursuite. C'est un cas d'une ressortissante estonienne a fait l'objet d'un avis de recherche publié sur le site d'Interpol. Elle a été arrêtée dans la ville de Banska, en Lettonie, et puis placée en détention. Elle a été accusée de tentative de trafic de bandes organisées d'une grande quantité de stupéfiants. Selon la législation russe, cette infraction est passible de 8 à 20 ans de prison. Un État membre a établi la Cour n'est pas tenu d'accorder à tout citoyen de l'Union ayant circulé sur son territoire la même protection contre l'extradition que celle accordée à ses propres ressortissants. Toutefois, avant de l'extrader, l'État membre concerné doit privilégier l'échange d'informations avec l'État membre d'origine et lui permettre de demander la remise du citoyen au fin de la poursuite. Et surtout, il doit garantir que l'extradition ne portera pas atteinte aux droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice de Luxembourg relève qu'en l'absence de règles du droit de l'Union régissant l'extradition entre les États membres et un État tiers, il importe toutefois, aux fins de lutter contre les risques d'impunité, tout en préservant en même temps les ressortissants de l'Union, des mesures susceptibles de les priver de leurs droits de libre circulation, de mettre en œuvre tous les mécanismes de coopération et d'assistance mutuelle existants en matière pénale en vertu des droits de l'Union. Par ailleurs, la Cour relève que selon la Charte, nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines au traitement inhumain ou dégradant. À cette fin, l'autorité compétente de l'État membre qui doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et actualisés. Pardon-moi. Comme vous connaissez, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales fonde un mécanisme juridictionnel de contrôle sur le respect des droits fondamentaux de la part des États. La Convention n'énumère pas entre les droits qui garantissent c'est à ne pas subir conditions spéciales de détention. C'est l'activité interprétative de son droit à travers la technique par ricochet à rendre possible l'application de la Convention à quelques secteurs comme celle du traitement des détenus. Dans les recours à la Cour des détenus, ils se plaignent de la violation de l'article 3 sur l'interdiction de la torture et de peine au traitement inhumain ou dégradant. À l'article 2, la Convention admet la peine de mort expressément avec garantie juridictionnelle précise. La décision abolitionniste de la peine de mort a été effectuée avec le 6e protocole additionnel à la Convention du 28 avril 1983 concernant l'abolition en termes de paix et puis avec l'adoption du 13e protocole additionnel à la Convention qui abolit la peine de mort sans aucune possibilité de dérogation ou de réserve par les États adhérents. On veut voir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
concernant le risque d'être condamné à la peine capitale. La Cour européenne des droits de l'homme a une juridiction très innovante en la matière. Elle refuse d'extrader un individu sous la juridiction d'un État membre si celui-ci a été condamné à la peine de mort dans son pays d'origine. Elle le justifie en déclarant que les conditions entourant la peine de mort, syndrome de couloir de la mort, angoisse, délai d'attente, constituent un traitement inhumain et dégradant. Depuis, la jurisprudence évolue et la peine de mort est de plus en plus automisée. Elle devient un acte de torture en soi que la Cour peut directement condamner. Grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, on opère en protection par ricochet des étrangers contre les mesures de leur pays d'origine. Le refus d'extrader par un pays n'appliquant pas la peine de mort vers un pays l'appliquant est une des 6 principes inaltérables gérant toutes les demandes d'extradition. La Convention ne prévoit pas la matière de l'extradition dans l'exclusion au droit d'asile. Dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée de séjour et l'éloignement des non-nationaux, les États contractants ont l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits garantis par la Convention. En principe, il n'apparaît pas aux organes de la Convention de statuer sur l'existence ou l'absence de violations virtuelles de celle-ci. Une dérogation à la règle générale s'impose pourtant si un fugitif allègue que la déclaration de l'extradé enfreindrait l'article 3. La responsabilité de l'État qui extrade, expulse ou refoule est donc engagée s'il existe des motifs sérieux et avérés de penser que les requérants courent un risque réel de mauvais traitement. La Cour a développé une vision extensive de l'obligation de prévention des violations virtuelles liée à l'article 3 de la Convention dans le cadre des éloignements. Elle retient par exemple la violation de l'article 3 en cas d'expulsion vers un pays où l'intéressé encourt une peine de réclusion à la perpétuité incompréhensible et c'est alors même que la condamnation n'a pas encore été prononcée. Ça, c'est l'affaire Trabelsi, qu'il est une citoyenne tunisienne contre Belgique. La responsabilité de l'État peut être engagée que le pays de destination soit ou non un État partie de la Convention. C'est un principe très important. Donc, aussi les citoyens tunisiens, qu'ils se trouvent sur le territoire d'un pays qui fait partie de la Convention européenne des droits de l'homme, plus faire la requête à la Cour pour présenter un appel à la Cour pour demander de n'être pas extradé vers un pays qui applique la peine de mort ou où les détenus souffrent de traitements inhumains ou dégradants. Donc c'est un point très important, je pense. Alors, on va voir maintenant on dit quelques mots sur des sentences de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le risque d'être condamné à la peine capitale. L'affaire Sering-Royaume-Uni de 1999, c'est une des premières affaires. Il s'agit de l'expulsion d'un ressortissant vers un État où l'intéressé est menacé de la peine capitale. La Cour va conclure que cette menace d'expulsion est assimilable au traitement inhumain et dégradant dans la mesure où l'État, lui, subira la peine de mort. Il s'agit de la responsabilité de l'État concerné et l'article 1 est respecté. Mr. Söring, ressortissant allemand, était détenu en Angleterre et attendant son extradition vers les États-Unis, où il devait répondre d'accusations d'assassinat. Il se plaignait qu'il risquait de se voir condamné à la peine capitale s'il était extradé. Il craignait également de subir un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que les détenus condamnés passent plusieurs années dans des conditions de tension extrêmes et de traumatisme psychologique dans l'attente d'être exécutés. C'est une affirmation très très importante. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu qu'une extradition vers les États-Unis exposerait l'intéressé à un risque réel de traitement contraire à l'article 3. Oui, ok. Ouais, il y a plusieurs
il y a plusieurs des sentences. Il y a le cas Bader Kambol contre Suède. Et encore l'affaire Jabari contre Turquie. C'est un cas d'une ressortissante iranienne. Elle fuit l'Iran où elle avait été placée en garde à vue pour avoir eu une relation avec un homme marié. Arrêtée à Istanbul en raison d'un faux passeport canadien, elle allégua qu'elle courait un risque réel de se voir infliger la peine de mort par lapidation s'il était expulsé. La Cour jugeait que la décision d'expulser l'intéressé vers l'Iran violerait l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et elle était mise en exécution. Nous avons aussi l'affaire Öcalan. Comme vous le savez, Öcalan c'est le chef du parti kurde en Turquie qui est considéré par le gouvernement turc une organisation terroristique. Et donc, dans cette prononciation, la Cour a jugé sur les affaires Öcalan qui impose une peine de réclusion à perpétuité dans une prison turque, après qu'il fut condamné à la peine capitale en juin de 1999. La Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la peine de mort en temps de paix était considérée en Europe comme une forme de sanction inacceptable. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il serait contraire à la Convention, même si l'article 2 devait être interprété comme autorisant toujours la peine de mort, d'exécuter une telle peine à l'issue d'un procès inéquitable. Ainsi, la peur et l'incertitude quant à l'avenir engendrées par une sentence de mort dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée sont source d'une angoisse considérable chez l'intéressé. Pour Mr. Öcalan, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé qu'il y avait un moratoire sur l'exécution de la peine de mort en Turquie depuis le 1974, mais que Mr. Öcalan ayant été la personne la plus recherchée de Turquie, le risque que la sentence fût appliquée a été réel pendant plus de 3 ans, jusqu'à la décision d'abolir la peine de mort. Par conséquent, le fait de prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable devant un tribunal dont l'indépendance et l'impartialité étaient sujettes à caution s'analysait un traitement inhumain contraire à l'article 3. Donc c'est une affirmation très importante. N'est pas la peine de mort, en cas de peine de mort seulement, en constituer une violation du droit international, mais aussi les souffrances des détenus, l'état d'angoisse, la peur. Donc c'est un arrêt très important. Nous n'avons pas le temps de parler de tout. Je voudrais dire quelque chose sur l'importance des assurances diplomatiques en termes d'extradition. Qu'est-ce qu'il a dit la Cour européenne des droits de l'homme au sujet des assurances diplomatiques que les États donnent vers l'État qui doit extrader leurs citoyens? Dans l'arrêt Shakal contre le Royaume-Uni, la Cour a statué que l'interdiction d'expulser une personne vers un lieu où elle risque la torture ou d'autres traitements inhumains prévus par l'article 3 était absolue et n'autorisait aucune exception. En réponse à l'argument des autorités britanniques selon lequel le sujet Shakal menaçait la sécurité nationale, elle a précisé qu'au regard de l'interdiction absolue de renvoyer une personne vers un pays où elle risque d'être victime de torture ou d'autres formes de mauvais traitement, les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne seraient entrés en ligne de compte. Elle a reconnu les mauvais traitements qui subissent les Sikhs au Punjab et a condamné l'État pour cette extradition. La Cour a ensuite réaffirmé catégoriquement le principe énoncé dans l'arrêt Shakal dans une série de décisions, entre lesquelles je veux souligner la décision Saadi contre Italie. La Cour a dit que
La Cour n'a pas encore statué que le renvoi d'une personne sur la base d'assurance diplomatique contre la torture et les autres formes de mauvais traitement constitue en soi une violation de l'article 3. Cependant, dès la mise en garde contre le fait d'ajouter foi des assurances diplomatiques en matière de torture fournies par des États où cette pratique est endémique ou persistante, et juger que des garanties diplomatiques ne suffisent pas à elles seules à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitement dans des pays où des sources fiables font état de pratiques contraires au principe de la Convention. D'ailleurs, dans chacune des 5 affaires mentionnées, elle a jugé avec fermeté que les assurances diplomatiques reçues par les États souhaitant expulser une personne ne constituaient pas une garantie suffisante contre le mauvais traitement une fois qu'elle-ci serait arrivée dans les pays de destination. Donc nous n'avons pas le temps d'examiner la sentence Saadi contre l'Italie, mais je suis sûr que vous le connaissez déjà et vous pouvez trouver sur Internet tout le texte de la sentence, qui est très intéressant. Donc, je voudrais dire quelque chose encore sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'extradition et de la réclusion à perpétuité, parce que la question de la détention à perpétuité a créé une importante jurisprudence. La Cour, dans l'arrêt Winter et d'autres contre le Royaume-Uni de 2013, a jugé en ce qui concerne les peines perpétuelles, l'article 3 doit être interprété comme exigeant qu'elles soient compressibles, c'est-à-dire soumises à un examen permettant aux autorités nationales de rechercher si au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre psychologique ne permet plus de justifier son maintien en détention. Donc, non seulement vous pouvez activer la convention contre l'extradition en cas de peine de mort, mais aussi vers pays qui appliquent la détention à perpétuité, comme les États-Unis, sans la prévision d'une révision possible de la peine, de la réclusion à la perpétuité. Nous avons vu l'arrêt Traversi contre Belgique à ce sujet, que la Cour a donné le 4 septembre 2014. La Cour examine s'il existe un risque que la personne extradée soit exposée à une peine de perpétuité incompressible. Dans l'arrêt Traversi, la Cour a considéré que la peine à perpétuité que le requérant incourait aux États-Unis était incompressible dans la mesure où la loi américaine ne prévoit aucun mécanisme adéquat pour contrôler ce type de peine, ce qui signifie que son extradition vers les États-Unis aurait emporté violation de l'article 3. La Cour a notamment rappelé que la prononce d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte n'est pas en soi prohibée par la Convention, sous réserve qu'elle ne soit pas disproportionnée. D'un autre côté, pour être compatible avec l'article 3, une telle peine ne devrait pas être incompressible de jure et de facto. Pour apprécier cette exigence, la Cour doit déterminer si un détenu à vie peut être considéré comme ayant une quelconque perspective de libération, et si la législation nationale prévoit la possibilité de réexaminer une peine d'emprisonnement à perpétuité dans le but de la commuer, de la suspendre ou d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous condition. De plus, le détenu doit être informé des termes et conditions de cette possibilité de révision au début de sa peine. Donc c'est un arrêt très important qui a eu comme sujet un citoyen tunisien. Nous n'avons pas le temps d'examiner toute la sentence qui est très importante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la chercher sur Internet parce que c'est vraiment une sentence très importante. Que dire en conclusion? Je vais conclure. Dans le bassin de la Méditerranée et dans le monde entier, la profession d'avocat est encore au centre de batailles très difficiles pour l'affirmation des droits civils.
et de la démocratie. Les avocats dans plusieurs États sont menacés, pas seulement parce qu'est empêchée la liberté de l'exercice professionnel, mais ils sont arrêtés, même tués, seulement car coupables de faire leur devoir, en assurant une défense effective aux accusés pour des motifs politiques. Vous, les avocats tunisiens, vous êtes la démonstration qu'avec courage et détermination, on peut atteindre les objectifs pour la réalisation de l'état de droit et la démocratie. La démocratie et la paix sont assurées dans le respect de la loi. La démocratie et la paix sont assurées seulement par la punition des coupables dans le respect des lois, à la fin des procès équitables selon les principes contenus dans les conventions internationales. La législation d'urgence ne peut pas et ne doit pas léser les droits humains. On le sait bien, nous, les avocats, qui avons la charge de défendre les droits des citoyens. Nous avons un rôle social à accomplir et si l'on doit et si l'on veut célébrer les procès dans les salles de justice et pas sur les médias, parce qu'en Italie, souvent, les procès sont faits à la TV, sur les journaux, mais pas dans les tribunaux. Nous ne pouvons pas renoncer à notre rôle dans la société, au dehors du procès, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre les droits humains, les droits fondamentaux. Le défi auquel il faut faire face aujourd'hui, au niveau global, est de donner sécurité aux citoyens sans renoncer aux droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas renoncer à la liberté de manifester notre pensée, nous ne pouvons pas renoncer à la liberté de presse, de réunion. Nous devons administrer la justice dans le respect des règles du juste procès, d'un procès équitable, les principes de l'égalité, les droits des citoyens arrêtés de pouvoir rencontrer tout de suite son avocat et ses familiers. À ce propos, j'ai eu la possibilité en 2016 d'être chez vous lorsque vous avez fait une modification du code de procédure pénale qui permet à les avocats d'aller dans les 48 heures à parler avec les personnes qui sont fermées en garde à vue, aussi dans les stations de police. C'était très important. Nous avons eu une rencontre avec les confrères des sources, proprio en juin 2016. Donc, nous ne pouvons pas tolérer la torture, nous ne pouvons pas tolérer la peine de mort, malheureusement encore aujourd'hui appliquée. Je m'excuse pour mon français qui n'est pas parfait, j'espère d'être été clair. Merci. Merci, monsieur Gévanu. On tient à vous remercier, vous, au début, pour votre présence et votre disponibilité. On remercie également notre partenaire, l'ANCPN, qui est notre formateur et expert. Et là, je vous invite à prendre votre déjeuner. On revient à 14h pour une deuxième séance qui sera sur essentiellement la première formation avec madame professeur Genève d'Immersion. Nous allons une fois sur la porte à Adam de Sorit, les Sorit dans la porte à Adam de Tunis. Par la suite, avec Khalid El-Majri, Khalid El-Adam, Mamoun Fassi, merci à vous et à tout à l'heure. J'espère.